Au sommaire de cette édition, l'UNESCO, par la voix de sa directrice générale, a condamné ce lundi l'assassinat la semaine dernière d'un journaliste de la télévision publique congolaise. En Libye, l'explosion d'une voiture piégée devant l'hôpital Al-Jala, dans le centre de Benghazi, a fait au moins 4 morts ce lundi. Et puis en France, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé ce lundi qu'un nouvel attentat envisagé de longue date a été déjoué lors d'une opération antiterroriste ce week-end. Bonsoir à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a dans un communiqué condamné ce lundi l'assassinat la semaine dernière d'un journaliste de la télévision publique congolaise par des hommes armés dans une ville du centre du pays. Cet assassinat, qui a eu lieu au moment où un couvre-feu est décrété à Mbouimaï, a aussi été condamné par plusieurs organisations qui dénonce plutôt la multiplication des attaques ciblées contre la presse en République démocratique du Congo. Selon les autorités provinciales du Kasaï oriental, une enquête a été ouverte sur cette affaire. Le représentant de l'ONU pour la Somalie, Michael Keating, se félicite des avancées dans le processus démocratique, mais il regrette des intimidations et des échanges d'argent encore fréquents. On le suit. Je pense que c'est un processus négocié politiquement pour trouver comment effectuer un transfert pacifique de pouvoir politique et possiblement dans une nouvelle structure qui est l'État fédéral. Autre chose qui a bien fonctionné, c'est la mobilisation politique des femmes. Vous savez que cette année, il a été décidé de donner 30% des sièges aux femmes. Malheureusement, il semblerait que nous ne pourrons pas atteindre cet objectif, mais nous sommes sur une bonne voie. Ce qui est plus inquiétant, c'est que le processus électoral est marqué par beaucoup de choses très franchement inacceptables. On a vu des exemples d'intimidation, des exemples de candidats qui n'ont pas pu mettre leur nom sur les listes, qui ont été empêchés d'aller physiquement au bureau de vote, et il y a aussi beaucoup d'argent qui circule. Au Sénégal, le phénomène d'homicide prend de l'ampleur. Les dernières semaines ont été émaillées par plusieurs crimes. Le dernier en date, c'est le meurtre de Fatoumata Matane Diaye, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui a été retrouvée samedi dernier, la gorge tranchée à son domicile en banlieue de Dakar. Son présumé meurtrier est son chauffeur. Dimanche soir, le procureur de la République a animé une conférence de presse au cours de laquelle il est longuement revenu sur les faits. Madame Fatoumata Matane Diaye, vice-présidente du Conseil économique et social, a été lâchement assassinée à son domicile et son fils blessé est dans un état très sérieux. Comme à l'accoutumée, aussitôt que l'information leur a été portée, les autorités ont donné les instructions et mis en branle le dispositif nécessaire. Madame le délégué du procureur de la République à Pékin, ici présente, s'est présentée sur les lieux du crime en compagnie des enquêteurs, notamment le commissaire de Pékin, le commissaire central, le chef de la SU. L'enquête a connu des avancées très rapides. Les témoins ont été entendus. Des constatations et prélèvements ont été effectués. L'arme du crime a été saisie. La personne soupçonnée, en l'occurrence le chauffeur de la victime, a été entendue. Elle a reconnu les faits et a indiqué le mobile de son crime. Il sera déféré et présenté au juge d'instruction pour assassinat. Dans ces cas comme dans d'autres, le ministère public s'emploiera
à faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Il s'agit de faits d'une gravité extrême que le Code pénal punit en son article 287 de la peine des travaux forcés à perpétuité. J'en parlais en titre. En Libye, au moins 4 personnes ont été tuées et 13 autres blessées ce lundi dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un hôpital à Benghazi. Selon une source médicale, le bilan pourrait s'aggraver. Un officier des forces spéciales, Mohamed Al-Jali, a confirmé l'explosion, ajoutant qu'il n'était pas clair dans l'immédiat s'il s'agissait d'une voiture piégée ou d'un attentat suicide. Bastion de la révolution libyenne, Benghazi est devenu depuis la chute de Muammar Kadhafi un fief pour les groupes djihadistes. La ville a été particulièrement affectée par la vague de violence qui a suivi. Au Maroc, le Premier ministre islamiste Abdelilah Ben-Kiran n'est toujours pas parvenu à former une coalition gouvernementale, et ce, 6 semaines après sa victoire aux élections législatives. Il s'agit là d'une situation politico-médiatique qui pourrait bientôt tourner à une crise politique. Plus de précisions à travers ce reportage. Après la victoire de sa formation, le parti Justice et Développement PJD, Abdelilah Ben-Kiran avait été reconduit par le roi Mohamed VI à la tête du gouvernement de coalition qu'il dirige depuis 5 ans. Il mène depuis 6 semaines d'intenses tractations avec les partis représentés au Parlement, à l'exception notable de ses rivaux du parti Authenticité et Modernité PAM, arrivé en 2e position au scrutin. Mais il n'a toujours pas réussi à rassembler les 198 sièges minimum, à même de lui assurer un vote de confiance au Parlement, où son parti a décroché 125 députés. Abdelilah Ben-Kiran n'arrive pas à trouver un arrangement avec le milliardaire et ministre sortant de l'Agriculture Aziza Kanouche, porté après les législatives à la tête du Rassemblement national des indépendants RNI, un parti libéral surtout composé de notables et de technocrates. Avec la coalition du trio PJD, Istiklal et PPS, il manque encore à Ben-Kiran une quinzaine de sièges pour atteindre une majorité. Pendant ce temps, Akanouche se retrouve de facto en position de faiseur incontournable de majorité. Après plusieurs rencontres, les négociations semblent bloquées et tournent au bras de fer entre les deux hommes. Le Maroc traverse ainsi une situation politique inédite où tous les scénarios sont envisageables, même celle d'une crise politique. Et pour cause, la Constitution marocaine n'a prévu aucune solution dans ce cas de figure. Je l'annonçais également en titre. En France, un nouvel attentat a été déjoué lors d'une opération antiterroriste menée dans la nuit de samedi à dimanche à Strasbourg et Marseille. L'opération a permis l'interpellation de 7 personnes au total. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. On le suit. L'aboutissement du travail de la DGSI a donc permis de mettre en échec une action terroriste envisagée de longue date sur notre sol. C'est donc un nouvel attentat déjoué. Les interpellations de ce dimanche portent à 418 le nombre des interpellations d'individus en lien avec des réseaux terroristes réalisés depuis le début de l'année 2016. L'enquête s'attachera à définir les rôles respectifs des personnes interpellées et à établir, bien entendu, si l'attentat ainsi déjoué était une attaque coordonnée visant à frapper simultanément plusieurs sites sur le territoire. Depuis le 1er septembre de cette année, 143 interpellations sont intervenues, 52 individus ont été écroués et 21 ont été placés sous contrôle judiciaire. Pour le seul mois de novembre, les services antiterroristes ont procédé aux interpellations de 43 individus, dont 28 ont été immédiatement déférés. Ces interpellations ont souvent représenté autant d'attentats et de drames évités. Ce journal se poursuit. En Inde, un accident ferroviaire a fait au moins 120 morts et 200 blessés ce dimanche. Les secouristes poursuivent les recherches des survivants, même si le pourcentage d'en trouver est faible. Pour l'heure, les soins intensifs sont administrés au miraculeux. Reportage.
La recherche des rescapés se poursuit quelques heures après le drame survenu au crépuscule du dimanche en Inde. Sur les lieux, les services de secours découpaient la tôle froissée des 14 wagons, enchevêtrés afin de dégager d'éventuels survivants. Certains d'entre les survivants recherchaient également leurs proches avec les secouristes. Après être arrivés sur le site, les secouristes ont porté assistance à 55 personnes qui étaient coincées à l'intérieur et n'étaient pas en mesure de sortir elles-mêmes. Des sièges ont dû être coupés. Nous avons déjà sorti 7 corps de ce wagon, mais nous pensons qu'il y en a encore 2 à l'intérieur, peut-être même plus, 3, 4, 5. Ce soir, après plus de 10 heures, nous avons réussi à sortir une personne vivante. À 18h30. Ça a été une grande source de satisfaction pour tout le monde. Bilan provisoire de l'accident ferroviaire, 120 morts et 200 blessés. Selon les médias locaux, le train transportait de nombreuses personnes de la même famille. Certaines d'entre elles se rendaient dans leur contrée d'origine pour des mariages dont la saison bat actuellement son plein en Inde. La principale cause de ce drame, selon les éléments dévoilés par les autorités du pays, reste le mauvais état des rails. En réponse, le gouvernement indien a promis d'investir 137 milliards de dollars sur 5 ans pour la modernisation et la sécurisation des chemins de fer. Pour finir, au Bénin, la brouille entre le ministre de la Culture et les acteurs du secteur plombe davantage les activités culturelles. À l'origine, les réformes entreprises pour redonner vie à ce ministère à l'ère du nouveau départ. Les artistes dénoncent le mépris dont ils font l'objet de la part de leur autorité de tutelle et la non prise en compte réelle des problèmes du ministère dans le budget en voie d'être voté. La crise que traverse le secteur a trop duré selon les artistes. Mais face à la kyrielle de problèmes qui en ont, entre autres, l'absence de mobilisation de ressources extérieures, attribution fantaisiste de fonds, montage de faux dossiers et la liste est longue, il faut engager des réformes. Ces réformes ont touché notamment le Fonds d'aide à la culture, devenu entre-temps Fonds des arts et culture. Il y a pas mal de déficits qui font qu'on aurait pu, puisque c'est bien mis dans le décret, on aurait pu, n'est-ce pas, tout simplement supprimer le fonds et le remplacer par autre chose. Mais l'État n'a pas voulu aller vers la suppression. Pour les acteurs culturels, c'est une manière de les dépouiller de l'essentiel de leurs attributs. Nous sommes des gens disciplinés et organisés. Nous voulons travailler. Mais qu'on ne nous empêche pas de travailler, de faire notre travail. C'est notre travail. Ce n'est pas le travail du ministre Anjoukoué d'animer la vie culturelle. Face aux effets néfastes de la piraterie sur les œuvres des artistes, le gouvernement, en mai 2015, à l'image du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, a pris un décret dénommé copie privée pour l'obtention des redevances. Chose curieuse, le décret d'application conjointement signé des ministres des Finances et de la Culture est toujours attendu. Ce n'est pas la faute du conseil d'administration du Bubedra, parce que ce conseil est composé des artistes et personne d'autre que les artistes ne peuvent se préoccuper de leur propre situation. Donc nous avons fait le travail, la démarche. Il se fait que c'est notre autorité actuelle qui visiblement n'y comprend rien. Et du coup n'a pas pu expliquer au chef de l'État les tenants et les aboutissants de cette situation. La saison culturelle, lui aussi, doit pouvoir attendre et pour cause. Ce sont les réformes que nous attendons. Par exemple, le décret portant Fonds des arts et de la culture n'est pas encore sorti. Il faut bien que ça sorte, qu'on mette un CA en place et que nous puissions lancer. Ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Et il faut toujours éviter les précipitations qui nous conduisent toujours dans les impasses. Dans ce ministère où le budget d'investissement a connu une implosion, tout est à redéfinir. Et à en croire le ministre de tutelle, la porte du dialogue reste ouverte. Et c'est la fin de cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi et